Facto, at Manifesta, Serge Alimi, Charlie Lepage. Bonjour Serge Alimi, donc on te reçoit aujourd'hui dans Studio Facto. Peut-être te présenter d'abord en quelques mots. Tu es journaliste, auteur, journaliste, ancien directeur et encore cheville ouvrière au monde diplomatique. Absolument. Tu as écrit aussi de nouveaux ouvrages. Tu es connu et reconnu, on va dire, notamment sur la question de la critique des médias. On va y revenir. Tu as écrit entre autres le livre Les nouveaux chiens de garde. Oui. On va aussi en parler en 1997, qui a beaucoup fait parler de lui. Mais peut-être pour te présenter d'abord, je voulais te poser la question que toi-même, tu puisses dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est le monde diplomatique ? Bon, le monde diplomatique est un mensuel qui a été créé il y a maintenant 70 ans par Le Monde et qui avait pour objectif au départ donc de traiter en particulier des questions diplomatiques, y compris des réunions dans les ambassades, des réunions internationales, des comptes rendus de ce qui se passait à l'ONU, etc. Et puis avec le temps, c'est un journal qui a acquis son indépendance, à la fois éditoriale par rapport au Monde, ce qui fait que les orientations idéologiques et rédactionnelles sont très différentes. Il nous arrive plus que souvent de ne pas être d'accord à la fois sur l'analyse de la situation économique internationale, de la politique française ou des relations internationales. Et nous sommes devenus progressivement un mensuel politique assez engagé, plutôt perçu comme à gauche. Et avec le temps, nous sommes aussi devenus un mensuel de contre-information. Donc notre objectif n'a pas été d'une certaine façon de répéter ce que disaient les autres sous une forme plus savante, mais de contester le discours médiatique sur un certain nombre de sujets, la politique internationale bien sûr, mais aussi le néolibéralisme, le fonctionnement de la culture, etc. Et je crois que par exemple sur la question du néolibéralisme, nous avons été les premiers en France dès les années 80, à un moment où le néolibéralisme était très populaire, y compris au sein de ce qu'on appelait la gauche, c'est-à-dire à l'époque le Parti socialiste, a formulé une critique soutenue de ce courant idéologique et des dégâts qu'il allait provoquer pour le reste de la planète. Voilà, ça donne un petit aperçu de ce qu'est le monde diplomatique et c'est évidemment pour ça qu'on est ravis de t'accueillir aujourd'hui à Studio Facto pour parler de ça. Et pour commencer, pour parler, parce que tu le dis déjà dans la présentation du projet qu'est le monde diplomatique, une certaine forme d'indépendance et de contestation aussi des médias traditionnels, on va dire, en France. Avec Les nouveaux chiens de garde, le livre que tu as écrit en 1997, on va dire que tu as choisi un titre qui était fort, avec une thèse forte dans le livre sur l'idée qu'une petite couche d'éditorialistes, de journalistes au sommet des médias était en fait non pas le contre-pouvoir qu'il prétendait être, mais était une forme de rempart, de défense de l'ordre établi. C'est une thèse qui est forte. Le livre a connu, on vient d'en parler, a connu un succès énorme, malgré qu'il a été souvent boycotté, en partie attaqué dans les médias, évidemment. Au départ, il a été totalement occulté. Son existence n'était pas mentionnée. Et puis, à mesure que sa diffusion a atteint des chiffres très importants, les journaux se sont sentis obligés d'admettre l'existence de ce qui existait, donc qui se sont mis évidemment à en dire beaucoup de mal, et déjà à formuler les critiques habituelles sur le populisme, la démagogie, les rouges-bruns, et j'en passe, et des meilleurs, quoi. C'est ça. Et donc tu as vendu, au total, tu me disais, tu as vendu environ... Là, on en est à environ 300 000 exemplaires. Environ 300 000 exemplaires, donc c'est un incroyable succès de librairie. Mais peut-être revenir un peu maintenant sur D'abord, est-ce que 25 ans plus tard, tu parlerais encore de chien de garde ? Qu'est-ce qui a changé ? Et aussi, quels sont les mécanismes peut-être que tu vois dans le livre et qui expliquent qu'on arrive dans cette situation ? Alors, bon, quand j'ai écrit mon livre, les médias bénéficiaient d'une certaine aura. Parce qu'on sortait de l'information officielle, totalement contrôlée par l'État, l'ORTF, où effectivement les responsables de l'information étaient nommés par le gouvernement. Donc le fait même que les médias aient été privatisés a été présenté comme une forme de liberté extravagante. Et
les gens, lorsqu'on leur disait regardez l'évolution des médias, disaient avant, on ne pouvait pas tout dire parce que le Premier ministre ou le ministre de l'Information dictait le sommaire des journaux télévisés. Là, maintenant, on peut tout dire, on est libre. Et mon propos dans le livre était évidemment de démontrer qu'à cette censure de l'information exercée par l'État, s'était substituée une censure exercée par des groupes privés. Et que je n'étais pas certain que cette censure-là soit très supérieure à la précédente. Et je donnais comme exemple le fait que la plupart des grands groupes de presse, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, étaient entre les mains de dynasties industrielles, de dynasties financières, qui se transmettaient un peu comme la monarchie de père en fils. Vous aviez Francis Bouygues, vous avez eu Martin Bouygues, vous aviez Jean-Luc Lagardère, vous avez Arnaud Lagardère, vous avez Bernard Arnault, vous avez les enfants de Bernard Arnault, enfin, et vous avez François Pinault, vous avez François-Henri Pinault. Donc il était quand même très extravagant de présenter comme une nouvelle liberté le fait que les médias appartiennent à des puissances financières, à des puissances d'argent, qui naturellement exerçaient un contrôle idéologique sur la diffusion des informations qu'ils diffusaient, évidemment, sur la diffusion de leurs informations, parce que quand leurs intérêts étaient en cause, et dès lors que ces groupes industriels avaient toutes sortes d'intérêts dans des secteurs économiques, ne souhaitaient pas qu'il y ait des grèves, essayaient d'obtenir des contrats avec l'État, eh bien, utilisaient cette puissance de la propriété pour que certaines informations ne soient pas diffusées. Ce qui ne voulait pas dire qu'à tout moment, vous aviez Bernard Arnault qui prenait son téléphone en disant « voilà ce que vous allez faire demain ». Ça, c'est évidemment l'objection imbécile qu'on a tout de suite formulée. C'était jamais une chose qui était dite dans le livre. Je disais qu'au contraire, Bernard Arnault s'assurait que les responsables de l'information sauraient qui les avait nommés et ne ferait rien pour contrecarrer ses intérêts. Donc c'était en quelque sorte le contexte du livre. Vous avez cru que l'information était libre parce que ça n'est plus une information d'État et parce que des groupes privés maintenant se font concurrence. Mais il y a une chose sur laquelle ils ne se font pas concurrence et à laquelle ils ne s'opposent pas, c'est la pensée de marché, c'est le néolibéralisme. Regardez d'ailleurs la manière dont ils traitent les grèves ou la manière dont ils traitent des traités européens qui servent leurs intérêts, comme Maastricht ou comme le traité constitutionnel européen, où là, subitement, quel que soit le propriétaire des médias, y compris d'ailleurs quand c'était l'État, vous avez une unanimité de contenu qui est d'autant plus extravagante qu'on découvre après que plus de la moitié de la population était opposée, la moitié ou plus de la moitié, un peu moins de la moitié dans le cas de Maastricht. Alors que 90% ou 90% des médias... Exactement. Et je disais, vous descendriez de la planète, vous descendriez de la Lune, vous arriveriez sur Terre, vous liriez la presse française au moment du traité de Maastricht, vous auriez vu Le Monde appelle à voter oui, Le Figaro appelle à voter oui, L'Express appelle à voter oui, Le Point appelle à voter oui, Le Nouvel Observateur appelle à voter oui, France Inter appelle à voter oui, Europe 1 appelle à voter oui, RTL. Vous vous seriez dit, bon, la question qui était posée était, est-ce que la Terre est ronde ? Et puis après, vous découvririez que c'était au contraire un traité qui avait suscité beaucoup de discussions, beaucoup d'oppositions, et à laquelle 49% des Français s'étaient opposés. Or, ces 49% des Français n'étaient pas représentés dans ce paysage médiatique que vous nous dites être démocratique, et dont on s'aperçoit qu'il n'a pas grand-chose à envier aux pays autoritaires, voire dans certains cas aux pays totalitaires. Oui, est-ce que tu peux faire le parallèle que tu peux faire aussi avec, par exemple, le grand mouvement qu'il y a eu sur les retraites en France récemment, où tu vas avoir d'un côté 60-70% de la population qui est opposée à la réforme, et de l'autre côté, dans le paysage médiatique, les commentateurs qui disent c'est nécessaire, c'est inévitable, ceux qui s'y opposent sont archaïques, et un effet totalement inverse à l'opinion de la population. Absolument. Et vous aviez, et ce paysage hermétique était par ailleurs totalement hermétique aussi à la critique, puisque dans la première édition à laquelle tu fais allusion, en 1997, il ne s'agit pas d'un livre théorique, il s'agit de citations. Il s'agit de citations, de contextes, avec des références. Il y avait toute une partie qui concernait le traitement par les médias du débat sur le traité de Maastricht. Et dans l'édition
suivante, quelques années plus tard, en 2005, j'ai supprimé cette partie pour mettre à la place le traitement du traité sur la Constitution européenne en 2005, et il s'était passé rigoureusement la même chose. Ce qui fait que, alors même qu'il y avait une critique du comportement médiatique, ça n'avait rien changé. La seule chose qui avait changé, c'est que la première fois, le traité avait été accepté de justesse, alors que la seconde fois, il avait été rejeté. Donc vous aviez une totalité des médias qui soutenaient un traité qui avait été rejeté par une majorité des Français. Ce qui posait tout de même un problème de représentativité assez flagrant et qui montrait bien que les journaux défendaient un point de vue éditorial qui n'était pas nécessairement lié à leur désir d'informer les citoyens, mais davantage à un désir de les orienter, et que, fort heureusement, avec le temps, eh bien, ça marchait de moins en moins. C'est ça. Oui, parce que c'est ça qui est la force, ce qui est la force du livre, qui était la force de ce livre-là, et aussi de la critique que vous faites au monde diplomatique au niveau des médias, c'est qu'elle est aussi, elle est à la fois, je veux dire, c'est une critique argumentée, profonde du système. Hein, donc contre l'idée, on dit voilà, les médias aujourd'hui se présentent comme un contre-pouvoir, mais en réalité, les grandes rédactions sont au service du pouvoir, dit de manière courte. Mais ce n'est pas un complot, ce n'est pas une manipulation. Il y a des mécanismes sociaux, il y a une base économique qui l'explique. Mais à la fois, vous le démontrez à travers des citations concrètes, des noms. Hein, c'est ça qui n'a pas été apprécié, évidemment, dans le milieu médiatique. Et c'est un débat qui, à mon sens, est quand même essentiel, parce que c'est le débat aussi sur, d'une certaine manière, je t'avais un peu dit en préparant l'idée de Marx qui dit à chaque époque les idées des dominances deviennent la pensée dominante. La question, quels sont les mécanismes qui permettent aujourd'hui que les idées des dominants restent les idées dominantes? Et bien évidemment, les médias jouent un rôle hyper important à ce niveau-là. Et dans le livre, je pense, dans les éléments d'analyse que vous faites, il y a aussi tout le débat sur le rôle de l'information qui est devenue une marchandise, je pense aussi, qui est aussi un mécanisme puissant qui pousse à l'uniformisation de la pensée. Oui, c'est la grande réponse habituelle des journalistes dominants qui disent « quand on traite de cette information, ça n'est pas qu'elle sert nos intérêts, c'est qu'elle correspond à ce qui intéresse les gens. Et on est obligé de traiter de ce sujet parce qu'il intéresse les gens. » Et l'objection que je formulais dans ce livre, c'est que l'intérêt, il n'est pas constitué en soi. On peut créer de l'intérêt. Et je donnais ma propre expérience au moment de la mort de la princesse de Galles, Lady Diana, je crois que c'était en 1997. Je disais, je me souviens très bien du moment où j'ai appris cette nouvelle. J'étais chez moi, dans mon studio, je passais l'aspirateur et j'apprends, la princesse de Galles vient de mourir. Et donc, j'écoute. Et puis au bout de quelques secondes, j'ai cette réflexion, je me fais cette réflexion, mais pourquoi j'écoute? Quelle importance a cette information? À vrai dire, je m'en fous qu'elle soit morte. Je veux dire, c'est triste pour elle, pour sa famille, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et après, je comprends pourquoi je m'intéresse à cette information, et je comprends pourquoi, lorsque je regarderai le journal de 13h de TF1 ce jour-là, il n'y aura qu'un sujet traité. Il n'y aura rien d'autre, ni en France, ni dans le monde. Une édition spéciale. Une édition spéciale qui durera de 13h à 14h34. J'avais noté ça. Bon. Or, lorsque le général de Gaulle était mort, c'était tout de même plus important, je crois qu'on peut l'admettre sans difficulté, le journal télévisé avait consacré évidemment beaucoup de place à la mort du général de Gaulle, mais les autres informations étaient traitées en bref. On disait, bon, et puis dans le reste du temps, il faut vous apprendre, il faut vous annoncer aussi qu'au Mali, il se passe ceci, que telle réunion a eu lieu, etc. Là, dans le cas de la princesse de Galles, pas du tout. Et je me suis dit bon, ben, très bien, mais pourquoi ça m'a intéressé? Et puis après, j'ai compris que pendant les 15 années précédentes, même si les informations concernant la princesse de Galles ne m'intéressaient pas, et que j'arrêtais la radio à chaque fois qu'on en parlait, j'avais appris qu'il y avait des choses qui concernaient son mariage, qu'elle avait épousé le prince Charles, qu'elle avait divorcé du prince Charles, qu'elle s'était séparée, qu'elle menait un combat sur les mines antipersonnelles, ce qui fait que son existence avait pris de l'importance dans ma tête sans même que je le souhaite. Et forcément, je savais plus de choses sur elle que sur des membres de ma famille, des cousins éloignés, ou d'ailleurs pas très éloignés avec qui je n'ai pas de rapport. Et donc, quand on m'a annoncé son décès, je me suis dit, ben voilà, c'est cette somme d'informations qui, d'une certaine manière, disparaît d'un coup. Et ça m'a intéressé.
Et je faisais la remarque que si on avait traité de la même manière un écrivain au Nigeria qui venait d'être pendu par les autorités parce qu'il s'opposait à l'exploitation par des compagnies multinationales du pétrole. Donc cet écrivain qui avait eu un prix Nobel de littérature, etc., quand il a été pendu, ça aurait intéressé les gens. Ça s'était passé presque au même moment. Or, la pendaison de cet écrivain nigérien, qui avait eu un rôle politique important, qui avait été pendu par les autorités militaires, n'a pas, entre guillemets, intéressé les gens. Ce qui fait que quand les journalistes disent « nous, on fait ce qui intéresse les gens », eh bien, il y a quand même une forme d'imposture qui consiste à vouloir imposer aux gens des sujets d'intérêt pour qu'ils soient intéressés et de dire « le reste ne les intéresse pas ». Évidemment, si vous ne connaissez pas l'existence de cet écrivain au Nigeria, si on ne vous a jamais rien dit de son combat, le fait que Monsieur X soit mort au Nigeria pendu par des autorités d'un pays dont on ne vous parle jamais ne peut pas vous intéresser. C'est ça. Ouais, évidemment. Pour tout ce qui est des sujets économiques, sociaux, etc., on a le même mécanisme qui se pose. Et peut-être te poser la question, Serge, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi en France l'apparition, l'évolution peut-être par rapport à il y a 25 ans quand tu as écrit le livre, l'apparition des chaînes comme CNews, et les autres qui suivent évidemment ce trajet-là avec la prise en main par le milliardaire Bolloré et en fait une ligne d'extrême droite qui est imposée aux élections. On voit alors le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a on crée par l'offre, on impose des idées dans le débat en France aussi via les médias. Alors c'est ça le mécanisme qu'on voit à l'œuvre maintenant. Absolument. Ça, c'est le travail de Bolloré est un peu le travail des chaînes Murdoch au Royaume-Uni, aux États-Unis. Tu peux présenter Bolloré ? Bolloré, c'est un industriel breton qui est très conservateur, qui était un ultra-libéral dans les années 80, qui était reaganien et qui est en plus très traditionnaliste. C'est un catholique pratiquant qui apprécie les thèses d'extrême droite et qui pense qu'il y a un grand remplacement des valeurs traditionnelles catholiques par tout ce qui est progressiste et un grand remplacement même des populations occidentales par les populations du tiers-monde qui risque, selon lui, de transformer l'identité de la France et d'en faire autre chose que le pays qu'il a adoré. Bon, après tout, qu'il ait ses idées ne poserait pas de problème. Il y a des tas de gens qui ont des idées farfelues. Le problème, c'est qu'il dispose de moyens très importants et qu'il a décidé de consacrer une partie de ces moyens à la création d'un climat idéologique qui favorisera les partis qui défendent les idées qui sont les siennes. Et donc, il a créé un certain nombre de médias, notamment CNews, mais maintenant, il est propriétaire d'Europe 1 aussi. Et puis, il est propriétaire de tas d'autres médias dont la liste est interminable, qu'il utilise pour diffuser des idées d'extrême droite. Comment on diffuse des idées d'extrême droite ? Pas en disant « je suis d'extrême droite du matin jusqu'au soir », mais en interrompant ces programmes, en disant à tel endroit, un gendarme vient d'être renversé par quelqu'un, et le quelqu'un est souvent quelqu'un qui est né en Algérie ou au Maroc ou au Nigeria, ce qu'on souligne évidemment dans les informations. Et après, vous animez un débat autour de « mais comment se fait-il qu'il soit là ? Pourquoi ne l'a-t-on pas expulsé plus tôt ?» etc. etc. Et dans ces débats, vous invitez des gens qui sont à peu près d'accord pour dire que ça n'est pas normal, qu'il faut que la France ait une politique beaucoup plus autoritaire, que les détenus, que les gens, lorsqu'ils sont incarcérés, n'aient pas le droit d'être libérés au bout d'1 an ou de 5 ans, mais que ce soit des peines incompressibles de 10 ans, de 20 ans, etc. Et il n'y a que ce point de vue qui se diffuse. Et comme cette chaîne-là obtient une certaine audience, les autres chaînes se comportent de la même manière parce qu'elles voient que leur audience un peu se tasse et que c'est au contraire le discours le plus virulent qui a une certaine popularité parce que, évidemment, lorsque vous annoncez qu'il y a un meurtre terrible, qu'il y a une fillette qui a été déchiquetée par je ne sais qui, vous regardez, vous dites « Ah, vraiment, c'est moche, etc. » Mais bon, si vous ne faites qu'informer les gens sur des faits divers en leur disant qu'à tout instant, il y a un crime qui se produit quelque part, ils vont être obsédés par l'idée que le crime ne cesse de se développer. Et si le crime ne cesse de se développer, c'est que la répression de ce crime est insuffisante. C'est assez logique comme
comme réaction, surtout quand vous ne permettez pas à des points de vue alternatifs de s'exprimer et d'expliquer que finalement, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas plus de crimes que maintenant, il y en a même plutôt moins qu'avant, que des faits divers, il y en a toujours eu, mais qui n'étaient pas médiatisés, qu'à chaque fois que dans une bagarre, dans un bal de village, quelqu'un sortait un couteau, c'était une chose courante dans les années 40, 50, 60, 70, même sans doute plus courante qu'aujourd'hui, mais qu'elle n'était pas systématiquement médiatisée. Là maintenant, vous utilisez en quelque sorte l'image un peu terrifiante du couteau qui est assimilé aux Maghrébins pour suggérer que ce sont des crimes qui viennent d'ailleurs. Bon, ça, ce sont des choses qu'on pourrait expliquer sur un plateau de télévision, sauf que si vous vouliez le faire sur un plateau de Bolloré, aussitôt, on vous dirait « Ah, mais vous voulez excuser la chose, vous voulez trouver toujours des raisons, et comme vous trouvez des raisons, des explications, d'une certaine manière, expliquer, c'est justifier. » C'est ça. Et il est très difficile d'échapper à cette emprise. Alors maintenant, le problème que j'ai, c'est que beaucoup de gens parlent de Bolloré. Ouais. Beaucoup de gens s'inquiètent du fonctionnement de Bolloré parce que c'est une chaîne, ouvertement d'extrême droite et que Europe 1 suit un petit peu cette voie-là puisque ça appartient aussi à Bolloré. Et le risque, c'est qu'on mette tellement en avant Bolloré qu'on exonère les autres qui ne sont pas Bolloré mais qui font à peu près la même chose. Et qui font à peu près la même chose parce que, d'abord, idéologiquement, ça ne les gêne pas trop, et puis qu'ensuite, ils n'ont pas envie d'être distancés dans la course à l'audience par des chaînes qui appartiennent donc à Bolloré. C'est ça. Et il me semble que maintenant, il faut admettre quand la critique des médias doit avancer. Donc, il y a 25 ans, on insistait beaucoup sur la propriété des médias. Là, maintenant, je pense que ce thème-là est connu, que les gens savent que les médias appartiennent à des groupes privés et ils savent qu'en possédant des groupes privés, ils servent leurs intérêts. Il n'y a qu'à voir, je sais pas, Bernard Arnault qui possède à la fois Le Parisien et Les Échos, donc un journal qui a un public plutôt populaire, et Les Échos qui est destiné à des industriels, à des spécialistes de la finance, plutôt conservateurs, et qui en même temps va bientôt posséder Paris Match. On imagine que c'est un énorme pouvoir et une énorme caisse de résonance, surtout pour un industriel du luxe qui s'implique de plus en plus dans les paysages des villes, avec des bâtiments, avec des musées, etc. Donc évidemment, il va utiliser ces journaux pour que ses propres créations soient mises en avant. Mais il faut maintenant admettre, il faut aller un peu au-delà, de la critique de Bolloré et voir que c'est tout un climat idéologique qui est créé et qui ne concerne pas nécessairement des titres qui appartiennent à Pinault ou à Bolloré ou à Lagardère, mais qu'on peut aussi retrouver sur France Inter. Sur les médias publics. Sur les médias publics, tu veux dire. Voilà, sur les médias publics. Ou privés, publics ou privés. Et je voulais prendre un exemple, qui est un exemple au hasard, vraiment. J'aurais pu en prendre d'autres, qui est cet hebdomadaire qui s'appelle Le Point. Bon, qui appartient à Pinault, mais il aurait pu ne pas appartenir à Pinault et ce serait la même chose. Donc, vous voyez, vous avez la France sur un volcan, pays ingouvernable, mur de la dette, banalisation de l'antisémitisme. Et puis, vous avez un éditorial de Franz-Olivier Gisbert, qui n'est pas n'importe qui est vraiment l'une des personnalités médiatiques les plus connues, et qui a cette caractéristique d'avoir successivement dirigé le Nouvel Observateur dans les années 70, qui était un hebdomadaire socialiste, de gauche, et puis qui subitement est devenu directeur du Figaro, qui était le grand quotidien de droite, avant de devenir directeur du Point. Là, maintenant, il est seulement éditorialiste du Point, mais enfin, c'est l'influence majeure de ce journal. Et donc, c'est un pilier de l'establishment médiatique qui a écrit des biographies de Mitterrand, qui a écrit des biographies de Chirac, qui est intervenu, qui connaît tous les présidents, qui les interroge tous, et donc qui fait cet éditorial qui s'appelle « La France sur un volcan ». Et je voudrais juste vous lire ce passage, qui est quand même important, de cet éditorial, titré « La gauche iranienne, nouveau gaucho-fascisme ». Vous voyez, donc c'est déjà le titre est assez fort, et il écrit « Il y a aujourd'hui une gauche iranienne
incarné par Jean-Luc Mélenchon et ses épigones. Aujourd'hui, comme au temps du Führer, l'internationale antisémite, désormais à la botte de Téhéran, entend faire disparaître les Juifs de la surface de la terre. Le plan devrait crever les yeux de tous. Il s'agit de favoriser la multiplication des actes antisémites afin de pousser les Juifs à quitter le pays, ce qu'ils font déjà pour se réfugier en Israël, où il est prévu de les égorger le jour venu. Tel est le projet En Marche. Tous ceux qui disent le contraire sont ses complices. Donc vous avez quand même cet éditorial totalement délirant, où Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, et plus généralement la gauche de gauche, sont associés à un projet d'extermination des Juifs qui ramène au temps du Führer. Et vous dites, c'est un journaliste qui a pignon sur rue. On ne cesse de dire les outrances de Jean-Luc Mélenchon, mais là, les outrances de Franz-Olivier Gisbert ne sont pas mentionnées. Et le propos est diffamatoire. Et il est évident qu'il infuse dans le crâne des journalistes qui se disent, bon, ben, si on peut le dire, si lui peut le dire... Et que personne ne réagit. Si personne ne réagit, bon, voilà. Et je pense, si dans cet éditorial, vous remplaciez juifs par arabes, Netanyahou par Hamas, gauche iranienne par lobby israélien, et la signature de Franz-Olivier Gisbert par celle de Jean-Luc Mélenchon, vous imaginez le tollé que ça susciterait. Eh bien là, rien. Donc, maintenant, on s'aperçoit que quand vous avez des campagnes de diffamation, et depuis un an, elles sont particulièrement vigoureuses, contre la gauche radicale, contre les adversaires de l'OTAN, contre les guerres occidentales, elles ne suscitent plus les réactions qu'elles suscitaient autrefois. Et dans ce même numéro, vous avez un entretien avec François Hollande, l'ancien président de la République qui est maintenant devenu socialiste. Et l'entretien est conduit par qui ? Par Franz-Olivier Gisbert. Alors je vais vous donner quelques exemples des questions qu'il pose. N'êtes-vous pas choqué par la stratégie de LFI et la gazaouisation de son discours ? Une question d'une totale neutralité. Autre question. Comment arriver au pouvoir avec un parti comme LFI, dont certains députés tiennent des propos abjects, ouvertement antisémites ? Autre question. Vous-même pourriez-vous gouverner avec LFI ? On a du mal à l'imaginer. Autre question. Les écologistes n'ont aucune marge de manœuvre. Ce sont les toutous de Mélenchon. Oui, bon, c'est pas seulement l'éditorial, c'est aussi les questions posées à un ancien président de la République. Puis vous avez un article de 3 pages, toujours dans le même numéro, titré « Antisémitisme, les leçons de la Grande Motte », dont le chapeau, la présentation est la suivante, nourri par la propagande pro-Hamas de l'extrême gauche, l'antisémitisme se banalise et le risque criminel augmente. Peut-on mieux protéger les Français juifs ? Cet article est suivi par un autre article de 3 pages titré « Malheureux comme un juif en Belgique », qui est illustré par cette photo. Vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais si vous pouviez le voir, vous verriez que c'est une manifestation pro-palestinienne devant l'ambassade d'Israël à Bruxelles, donc il n'y a rien d'antisémite. Ça n'est pas fini. Le numéro se termine, comme toutes les semaines, par le bloc-notes de Bernard-Henri Lévy. Alors il faut quand même présenter un peu Bernard-Henri Lévy, parce que les gens ne savent pas forcément qu'outre le fait qu'il est présent dans les médias quand il veut, c'est aussi quelqu'un qui a eu une certaine influence sur les milieux politiques, puisqu'il a connu Mitterrand, il a essayé d'influencer la politique yougoslave de Mitterrand, puis après, quand Mitterrand a été remplacé par Chirac, il a été mandaté par Chirac, par Jospin et par Hubert Védrine, qui occupait à l'époque le pouvoir, pour faire un rapport sur l'Afghanistan. Et puis après Chirac, ça a été Sarkozy, et Bernard-Henri Lévy a joué un rôle important dans la guerre de Libye à laquelle la France a participé. Et puis après, ça a été François Hollande, et Bernard-Henri Lévy a cherché à impliquer Hollande dans une guerre en Russie à propos de l'Ukraine.
Et maintenant, Macron, dont il ne cesse de dire le plus grand bien, et qu'il conseille aussi sur des questions qui concernent à la fois l'Afrique et l'Ukraine. Donc ça n'est pas n'importe qui, je veux dire, on peut estimer que ce qu'il dit, c'est totalement idiot, c'est mon cas, mais je suis obligé de constater qu'il a une énorme surface médiatique et qu'il a une certaine importance politique. Et donc, à la fin de ce numéro du Point, vous avez un éditorial, un bloc-notes de Bernard-Henri Lévy qui est titré « Je nomme ici Monsieur Mélenchon ». Oui, Mélenchon, il n'en a pas fini avec le numéro. Et dans cet éditorial, vous lisez « Ce à quoi les Juifs ont droit, c'est de ne plus être insultés, notamment par les cadres d'un parti, la France Insoumise, qui a fait de l'antisémitisme son fonds de commerce électoral et son idée fixe. » Bon, ce qui est une diffamation absolue. Ni fonds de commerce électoral, ni idée fixe. Il n'y a pas une seule proposition de la France Insoumise qui soit antisémite, bien entendu. Et il conclut, lui donc qui a dirigé pendant 30 ans la chaîne Arte, qui a eu toutes ses influences politiques, il conclut en dénonçant des députés de LFI qui, je cite, « rient dans les pogroms, excusent les assassins, invitent à l'Assemblée des représentants des pires groupes terroristes ». Donc vous voyez ce genre de propos là maintenant, qui est tenu de plus en plus dans les médias, qu'ils appartiennent à un groupe privé ou à un groupe public, puisque la campagne contre la gauche de gauche est particulièrement virulente aussi sur France Inter. D'une certaine manière, ils ont réussi à installer cette idée depuis 1 an que le soutien aux Palestiniens, c'est la même chose que l'antisémitisme. C'était une idée que l'extrême droite israélienne avait cherché à installer, et puis il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient protesté en disant « non, vous ne pouvez pas faire ça », etc. Et là maintenant, c'est systématique. Moi-même, j'ai été taxé d'antisémitisme, ce qui est un peu paradoxal. Enfin bon, peu importe. Mais et si vous voulez, on a constaté ça au Venezuela, quand il s'agissait de Chavez, au Royaume-Uni, quand il s'agissait de Corbyn, aux États-Unis, quand il s'agissait de Sanders et de ceux qui soutiennent les Palestiniens. Donc là maintenant, vous n'y coupez pas. Dès que vous manifestez le moindre soutien aux Palestiniens, vous êtes antisémite et à ce titre-là, vous devenez un paria politique. C'est ça. Non seulement il ne faut pas voter pour vous, mais on ne peut pas accepter que vous participiez à un gouvernement. Et vous avez vu que dans le cas de la situation française, des tas de partis de droite et du centre ont fait de la présence de LFI au gouvernement une espèce de casus belli. Ouais. Pourquoi ? Parce que LFI est présenté comme antisémite. Encore une fois, il n'y a pas la moindre once de vérité dans ces accusations. Tout ça est entièrement fabriqué. Et pourtant, ça se retrouve d'un bout à l'autre du champ médiatique. C'est ça. Et c'est une manière de décrédibiliser LFI plus sur le reste de son programme. Ce qu'ils ne veulent pas de LFI, c'est le reste du programme. Absolument. Mais l'antisémitisme est utilisé, évidemment, comme... Dès lors que le reste du programme est censé être inspiré par LFI, qui est présenté comme antisémite, tout le programme, y compris la suppression de l'impôt, la réinstauration de l'impôt sur les fortunes, les 14 tranches de fiscalité, etc., ça devient impossible, puisque ça devient associé à un parti présenté comme antisémite. Donc, tout ça démontre que la situation, loin de s'être améliorée, alors même que maintenant les médias sont assez largement critiqués, continue à se dégrader et qu'un certain nombre des poisons idéologiques diffusés par ces médias, maintenant, gangrènent le corps politique. C'est ça. Mais alors Serge, parce qu'un sujet sur lequel tu as écrit aussi au niveau de la critique des médias et qui est important, c'est la question justement, tu l'as un peu évoqué maintenant en parlant à travers les exemples que tu as donnés, mais la question de la guerre. On est aujourd'hui dans un contexte où on a à la fois le conflit en Ukraine, la situation à Gaza et en Palestine. On voit que dans les périodes de guerre, l'enjeu de façonner l'opinion et de contrôler d'une certaine manière au niveau de l'opinion et des médias est encore plus fort. Ça, je pense que vous avez écrit là-dessus aussi. On a beaucoup écrit sur le sujet, notamment à propos de la guerre d'Ukraine, et on a d'autant plus écrit sur le sujet qu'on a été les seuls. Parce que là, il y a quelque chose d'assez spectaculaire. Ça fait quelques années que j'écris sur les médias et les temps de guerre. Au moment de la guerre du Golfe, au moment de la guerre d'Irak, au moment de la guerre du Kosovo, les médias s'intéressaient beaucoup à leur traitement et faisaient l'analyse de leur traitement médiatique.
en général pour dire que ça avait été très bon. Mais là, il n'y a rien eu. Alors qu'au moment de la guerre du Kosovo, qui a duré, je crois, 78 jours de bombardements, etc., il y a eu beaucoup d'articles sur comment les médias traitent la guerre du Kosovo. Là, dans le cas de la guerre d'Ukraine, qui dure depuis 2 ans, il n'y a pas eu d'articles. À vrai dire, les seuls articles de critique des médias que vous pouvez lire, ce sont ceux que le monde diplomatique a publiés. Il n'y en a pas eu ailleurs. Alors pourquoi ? Mais parce que je crois que cette fois-ci, les médias ont totalement accepté l'idée qu'ils militaient en faveur d'une cause. Et qui est la cause du soutien à l'Ukraine, qui est un soutien tout à fait légitime. Je suis critique, comme tout le monde, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais au-delà, cette idée qu'il faut maintenant mener un véritable combat contre la Russie et engager, le cas échéant, des hostilités contre la Russie à partir du territoire ukrainien, voire à partir du territoire russe. Et ça, ce sont des positions qui ne sont pas nécessairement consensuelles. Ce sont des positions qui peuvent être perçues comme dangereuses et qu'il y a quelques mois, si on en avait parlé, les gens auraient dit « mais c'est de la folie, on ne va pas se lancer dans une guerre contre la Russie ». On voit aussi que même toute réflexion sur le conflit, l'enjeu, etc. est traitée. On a un exemple ici en Belgique cette semaine. Il y avait un professeur de relations internationales de l'université d'Anvers qui intervenait dans les médias et qui était une des seules voix critiques un tout petit peu sur le conflit et qui posait la question comment ça se fait que l'Union européenne ne s'intéresse pas plus à ses intérêts par rapport à la guerre en Ukraine. Et il disait, en fait, on voit les intérêts des Américains derrière cette affaire-là. C'est l'Europe qui paye les coûts de la guerre, c'est elle qui accueille les réfugiés, c'est elle qui subit l'inflation, c'est elle qui, avec tous les problèmes que ça pose au niveau de l'industrie, c'est elle qui doit acheter pour maintenant des contrats pour des milliards aux sociétés d'armement américaines, c'est elle qui se trouve coupée du gaz russe et qui doit le remplacer par un gaz de schiste américain très cher. Et donc il posait cette question des intérêts d'une part des États-Unis et de l'autre de l'Europe. Et directement, on lui a coupé la parole dans l'émission et on a dit « vous êtes un agent du Kremlin ». Absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, pas sous cette forme-là directe, mais c'est la petite musique de Vladimir Poutine. Ça, c'est la chose que vous entendez sur France Inter. France Inter, qui est vraiment une radio très militante, où tous les chroniqueurs sont favorables à l'intensification du soutien occidental à l'Ukraine, mais c'est aussi ce qu'on voit dans le monde. Ce qui est intéressant dans cette guerre, c'est qu'avant, dans la presse, vous aviez des pages opinion qui étaient à peu près équilibrées. Vous aviez des points de vue pour et des points de vue contre. Là, maintenant, vous pouvez avoir 3 points de vue pro-occidentaux. 3 manières différentes de soutenir l'intensification de la participation occidentale à la guerre d'Ukraine. Et avant, je pense que les journalistes auraient protesté. Là, maintenant, ils ont tellement intégré cette cause-là que ça ne pose pas de problème. Ce qui revient d'ailleurs à une question qui est plus une question d'ordre social. Parce que le groupe social des journalistes, c'est qui ? C'est la petite bourgeoisie essentiellement, le cas échéant, la grande bourgeoisie, mais la plupart des journalistes ne sont pas d'extraction populaire, et moins que jamais. Dans les années 50, 60, qu'on n'a pas connues, mais vous pouviez devenir journaliste sur le tas. Vous étiez coursier, vous tapiez des textes, et puis un jour, un journaliste tombait malade, on vous disait « est-ce que tu peux écrire une dépêche ?» Et puis finalement, vous deveniez journaliste. Et il y en a plein qui étaient d'extraction populaire. En plus, il y avait une presse de gauche, il y avait une presse syndicaliste beaucoup plus puissante, qui formait les gens à être journalistes. Là maintenant, pour être journaliste, il faut être passé par des écoles de journalisme. En général, elles coûtent assez cher, et la plupart des journalistes sont issus de la petite bourgeoisie. C'est pas un reproche que je leur fais, je ne suis pas moi-même un prolétaire, mais c'est une constatation sociologique. Or, quand il s'agit de la guerre d'Ukraine, c'est une guerre qui a beaucoup plus d'appui dans les milieux bourgeois que dans les milieux ouvriers, dans les milieux prolétariens, pour une raison assez simple, qui est celle que tu suggères, c'est que le fait que l'essence coûte plus cher, que l'énergie coûte plus cher, etc., quand vous vivez dans une ville, qu'il y a des transports en commun, que vous n'avez pas de voiture, etc., c'est pas nécessairement aussi important que quand vous avez du mal à boucler les fins de mois et que vous vous dites « mais pourquoi l'essence coûte si cher ? Est-ce que ça ne serait pas mieux d'acheter notre énergie à la Russie ? C'est plus proche, ça nous reviendrait, ça serait plus économique, etc. » Donc ces considérations-là, elles jouent. En plus, on sait que maintenant,
lorsqu'il s'agit des conflits internationaux, contrairement à une idée reçue qui est totalement fausse, ce sont surtout les couches bourgeoises qui sont militaristes, qui sont bellicistes, et les couches prolétariennes ou populaires qui sont hostiles aux guerres. Parce qu'il n'y a plus de service militaire, donc ça n'est plus tout le monde va à la guerre. Maintenant, ceux qui font la guerre, ce sont souvent des gens qui s'engagent parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils n'ont pas de qualification et qu'ils espèrent obtenir une formation au retour de leur temps d'active. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'aux États-Unis, Donald Trump soit hostile aux guerres, alors même qu'il a un soutien assez important auprès des anciens combattants. Parce que les anciens combattants sont revenus des guerres, souvent en morceaux, en ayant le sentiment qu'elles ne servaient à rien, alors que les éditorialistes qui sont des bourgeois, des intellectuels, etc., on a terminé la guerre d'Afghanistan, allez, on va sur l'Ukraine, et puis on en engage une autre à la prochaine, parce qu'il faut défendre les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs démocratiques, etc. Donc ce zèle de missionnaire est quelque chose qui a beaucoup plus d'attrait intellectuel pour les classes bourgeoises, qui ne vont pas être les premières victimes de ces conflits, que pour ceux qui vont être les premières personnes envoyées se battre. Donc là, vous avez aussi dans le traitement de l'information et dans ce bellicisme des médias, quelque chose qui est lié à l'embourgeoisement de la population journalistique. C'est ça. Peut-être Serge encore, parce que le temps avance et on doit avancer aussi. Par rapport à cette question, alors, parce que je pense que toute l'idée derrière ton plaidoyer, c'est sur la critique des médias, c'est de montrer le rôle qu'ils jouent. Ce qui est hyper important, je pense, pour tous les militants, c'est ce que tu écris aussi dans le livre, tous les gens qui veulent changer la société, les gens qui veulent une transformation sociale, se heurtent à ce rempart des médias, et que c'est pour ça qu'il faut oser poser le débat. Mais peut-être quelles sont les perspectives, c'est quoi les solutions, quelles sont les revendications qu'on pourrait avoir pour démocratiser alors les médias aujourd'hui ? Bon, d'abord, les perspectives ou l'objectif, c'est de diffuser cette information critique pour démystifier les gens qui vous disent oui, mais cette information, voilà, elle est juste, je l'ai entendue, machin, et telle personne commande ceci. Leur dire oui, ce que tu viens de nous dire là sur l'Ukraine, c'est ce qu'on entend en permanence dans les médias, donc je ne t'en veux pas de le penser, c'est l'information que tu as, mais il y a des tas de choses que tu ne sais pas parce que les médias ne t'en parlent pas. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Quelle a été la politique occidentale pendant les décennies précédentes? Qu'est-ce qui se serait passé si la Russie avait voulu installer des bases militaires au Mexique? Ou qu'est-ce qui s'est passé en 1962 quand elle a voulu installer des missiles à Cuba? Il y a eu une réaction des États-Unis qui se sont sentis menacés, à tort ou à raison, mais les grandes puissances se sentent toujours menacées quand à leurs frontières s'installent les bases de puissances hostiles. Bon, ce genre de mise en perspective peut déjà jouer un rôle politique qui n'est pas négligeable. Et d'une certaine façon, c'est la mission que nous remplissons au monde diplomatique. Tous les mois, on fournit cette contre-information. On ne dit pas que nos adversaires idéologiques ont tort, on peut le dire, mais d'abord on cherche à le démontrer. On cherche à expliquer aux gens quels sont les éléments qui ont été soustraits de leur réflexion et on cherche à leur rappeler que ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent, y compris sur des chaînes publiques qu'ils respectent parce qu'ils trouvent que c'est mieux que CNews, je pense à France Inter ou à France Culture, ce sont des points de vue très militants, très partisans. Si vous voulez, à France Inter, quand vous êtes chroniqueur politique, vous ne pouvez pas être favorable à la gauche de gauche. Et d'ailleurs, les chroniqueurs politiques se succèdent et ils ne sont pas favorables, ils sont hostiles à la gauche de gauche. C'est leur droit. Mais on peut se demander pourquoi tous défendent le même point de vue. Si vous êtes chroniqueur diplomatique à France Inter, vous êtes forcément favorable à l'Union européenne, au fédéralisme européen. C'est un point de vue très minoritaire en France, le fédéralisme européen. Et pourtant, tous les chroniqueurs de politique étrangère de France Inter, depuis les années 90, donc il y a eu Bernard Guetta pendant très longtemps, et vous savez comment il a fini. Il est maintenant député macroniste au Parlement européen, ce qui signale un peu quand même la position idéologique qu'il occupait.
Et là, maintenant, il a été remplacé par Pieraski, qui défend les mêmes positions fédéralistes européennes, favorables à l'Alliance Atlantique, favorables à la guerre d'Ukraine, etc. Donc là, il y a une chose à dire aux gens. Comment expliquez-vous que tous ces chroniqueurs, est-ce que vous pouvez me citer un seul chroniqueur qui soit de gauche radicale dans les médias ? Qu'il s'agisse de RTL, de machin, etc. Parce que Gisbert, il est partout dans les médias. Même en Belgique. Il vient aussi commenter... Il est partout dans les médias. Le directeur du Point, là maintenant, le directeur du Point, c'est pas Gisbert, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Étienne Gernel. Il vient d'être nommé chroniqueur politique sur RTL. Donc vous avez toutes ces radios qui diffusent un point de vue très proche. Tous ces gens-là occupent des positions stratégiques dans les médias. Ça, vous pouvez l'expliquer aux gens, et ça, c'est à mon avis la première manière de lutter contre cette désinformation. L'autre manière, c'est de suggérer des projets alternatifs, mais sans se faire la moindre illusion sur leur faisabilité, parce que pour que ces projets alternatifs voient le jour, il faut qu'il y ait un changement de pouvoir. Les gouvernants, et ça n'est pas Macron ou la droite ou maintenant Barnier, qui vont se poser la question de changer le fonctionnement des médias, alors même qu'ils leur profitent. Pour eux, il n'y a pas de problème. Encore une fois, là, on parle depuis je ne sais combien de temps comme s'il y avait un problème, mais pour eux, il n'y en a pas. Ouais, évidemment. Leur point de vue, qu'ils défendent peut-être très sincèrement, est largement véhiculé, donc ils trouvent que c'est bien, ça va. Et puis le point de vue des autres, ils pensent que c'est un point de vue qui n'est pas raisonnable, qui est un point de vue outrancier, antisémite, etc. Donc si on l'entend pas, c'est pas plus mal. D'une certaine manière, on lutte contre la désinformation. Et je pense que ce thème de la désinformation est quelque chose de très spectaculaire. Là maintenant, la désinformation, c'est une information qui dérange. Alors qu'il y ait des manipulations de l'information, on le sait bien. Mais les manipulations de l'information, elles n'ont pas attendu Facebook, etc. Les manipulations de l'information, c'était le bourrage de crâne de la Grande Guerre en 1914-1918. Et là, ça n'était pas Facebook, ça n'était pas des bots ou des trucs russes ou ukrainiens. C'était vraiment l'officiel. C'était de la désinformation officielle. Cette désinformation officielle ne pose évidemment pas de problème, elle est massive, et donc ce sont ceux qui nous désinforment officiellement tous les jours qui maintenant s'inquiètent d'une désinformation qu'ils ne contrôleraient pas, parce qu'ils ne la contrôlent pas. C'est ça. Oui, tu disais, par exemple, pour la guerre en Irak, la désinformation, c'était la une du Washington Post ou du New York Times. Et la même chose au moment de l'Irak, les armes de destruction massive qui n'existaient pas, voilà, au moment de la guerre du Golfe, les bébés qui avaient été jetés en dehors de leur couveuse à Kuwait City, qui était une manipulation, créée d'ailleurs par une agence de communication à Washington. Je ne parle pas de la guerre du Kosovo, où on nous a parlé d'un génocide qui n'a pas eu lieu, tout en occultant après des crimes de masse qui ont eu lieu, parce qu'il n'y a pas eu de génocide, mais il y a eu des crimes de masse avant l'intervention de l'OTAN, mais il y a eu aussi des crimes de masse après. Donc les uns ont été qualifiés de génocide alors qu'ils ne l'étaient pas, et les autres ont été occultés alors qu'ils existaient. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la Palestine. Et alors, à plus forte raison, avec la Palestine. Ce discours sur la défense des droits de l'homme, évidemment, tenu par les États-Unis ou par l'Allemagne, qui en ce moment sont en train d'équiper militairement les Israéliens pour qu'ils massacrent un peu plus les Palestiniens, il y a une hypocrisie qui crève les yeux. Or, cette hypocrisie qui crève les yeux est très rarement mise en avant par les médias. Les journalistes font comme si ils étaient convaincus réellement que la politique de l'Occident, c'est de défendre les droits de l'homme partout dans le monde contre les régimes autoritaires. Mais on sait bien que l'Occident, enfin c'est pas exactement notre sujet, mais je m'étends un peu, mais on sait bien que l'Occident n'a aucun problème avec les régimes autoritaires dès lors que ce sont des régimes pro-occidentaux. L'Arabie Saoudite n'est pas un paradis démocratique, et c'est en général le lieu où se rendent les présidents américains dès qu'ils sont élus. Ok, je pense qu'on est arrivé malheureusement déjà au bout de l'entretien, mais c'était très riche, c'était très intéressant. Je pense que c'était un sujet qu'on n'a pas l'occasion toujours de traiter assez. Vous essayez au monde diplomatique de faire, à mon avis, votre part sur la critique des médias. On essaye un peu avec Facto, d'une certaine manière aussi, de faire ce travail-là. Merci beaucoup, Serge, pour ta participation et pour ta venue dans le studio. Et merci à vous aussi. Et voilà, on peut l'applaudir. Merci à toi et merci à vous. Vous avez écouté Facto at Manifesta,
un podcast avec des invités internationaux que nous avons reçus à Manifiesta. Abonnez-vous à nos canaux pour ne manquer aucun épisode.